très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Coffee Talk. Euh, je vous avoue que c'est un Coffee Talk qui aurait pu s'appeler de manière un peu malhonnête. On se fait chier en juillet. En réalité, on se fait pas chier, il s'est passé des trucs, mais on va parler de deux, trois choses que j'ai assez peu suivies. Donc, où on ira faire les recherches ensemble. Euh, je pense notamment à Death Stranding 2, les résultats autour de Donkey Kong Bonanza, que j'ai un peu plus suivi déjà, mais voilà, des jeux où je savais que j'aurais pas le temps forcément d'y jouer directement. Enfin, bon. Donc voilà. On va quand même avoir un focus sur DC. On va avoir quelques petites actus. On a des choses à dire, il n'y a pas de problème, on a des choses à dire. Mais, mais oui, c'est pas non plus, c'est normal, juillet, août déjà un peu plus. Juste avant la rentrée, fin août, il peut y avoir pas mal de choses qui se passent, assez régulièrement. Mais juillet et début août, c'est souvent les moments de creux dans tout ce qui est, en fait, dans le monde. C'est la pause en politique, c'est la pause c'est le mercato dans le sport. C'est pas pour rien que les grandes compétitions sportives se passent souvent à ce moment-là. Euh, c'est le moment où tu es sûr d'avoir beaucoup de monde. La NBA est finie, donc les Américains peuvent te regarder. Même si, bon, ils ont d'autres sports, mais bon, il y en a quand même un certain nombre qui peuvent te regarder. Euh, les, le cinéma encore ne prend pas franchement de pause. Le cinéma, c'est un peu une exception, il ne prend pas de pause. Au niveau des jeux vidéo, il y a les sorties avant l'été, ce qu'on voit souvent en juin, ce dont on va parler. On a les sorties après, ça encadre, mais en fait rarement en plein été. Ce dont on va parler, finalement, c'est sorti avant pour que les gens en profitent tout l'été, et ça sort après pour qu'à la rentrée, les gens en profitent aussi. Euh, et si vous regardez YouTube, il me semble que c'est... Alors, j'ai pas de revenus YouTube, donc je sais pas exactement, mais il me semble que YouTube, la rémunération est moins grosse en juillet, notamment parce qu'il y a moins de personnes qui regardent, les gens sont en vacances. Donc voilà, ça explique le creux qu'on peut connaître toujours. Puis c'est une habitude, hein, vous savez, une année politique, c'est de août-septembre à juin-juillet, juin. Enfin voilà, c'est une année scolaire. Le rythme des années suit le rythme des années scolaires. On pourrait ouvrir un débat parallèle. Pourquoi ne pas finalement, pourquoi ne pas proposer qu'une année, que le 1er septembre soit le début de l'année et le 31 août la fin. Ça peut s'imaginer, mais bon, bref, je suis pas sûr que ce soit l'importance, on n'est pas une chaîne pour ça. Mais ça, c'est une petite explication. On va donc avoir quand même quelques petits trucs dont on va parler, mais c'est vrai qu'on risque de se faire une assez grosse session d'Astérix. Oui, parce qu'on va jouer à Astérix en fin de live. J'ai oublié de mettre ma light, ouais, parce que vous savez, quand on est dans le streaming, on parle pas de lampe, on parle de light. Ça change rien. Ça ne change rien. Ça change déjà plus quelque chose. Limite, ma lampe de bureau, elle change tout en fait. Elle est game changer. Bon, elle est un peu forte aussi. Ah, c'est mieux. Mais voilà. Alors moi, je ne m'arrête pas. Moi, je vous avoue que j'ai beaucoup de boulot cet été. Beaucoup de boulot qui malheureusement me tient un peu éloigné des actus. Heureusement que Twitter existe. C'est rare que je dise ça, mais heureusement que Twitter existe. Du coup, alors, alors ceux qui étaient là vendredi le savent, mais je vous remercie, notamment je remercie les gens qui regardent. Je sais qu'il y en a qui ne regardent que le Coffee Talk. Alors déjà, il n'y a pas énormément de monde qui regarde au total, hein, mais je sais que parmi tout cela, il y en a qui regardent que le Coffee Talk. Comme il y en a qui, je ne sais pas pourquoi, ne regardent que Promenons-nous sur la voie. Ça m'étonne plus, mais tant mieux. Il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que je vous remercie. C'est notamment grâce à cette émission du Coffee Talk que cette chaîne est désormais rentre dans mon étude, dans ma thèse. Alors, c'est pas tant vous, c'est pas un peu, mais pas tant vous, mais surtout pour proposer
une étude dont vous aurez les résultats. Donc au niveau éthique, les résultats seront en direct. Hein, je ne pourrai pas tricher. Et où il y aura un peu une réflexion collective, etc. Mais surtout, Twitch sera pris en compte dans l'étude, notamment via cette émission. Et une thèse qui se recentre encore plus sur le monde du gaming, sur les jeux vidéo. Vous savez que je m'intéresse à la pop culture en général, mais finalement, j'ai beaucoup pas plus par les jeux vidéo. Je m'y connais beaucoup plus en jeux vidéo et dans l'industrie vidéoludique que dans le cinéma. Non pas que j'y connais pas forcément rien, mais c'est pas ma grande spécialité. Et on va en parler aujourd'hui de cinéma, il n'y a pas de problème. Mais voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aime bien Star Wars. Voilà, comme vous vous en doutiez, je pense. Mais voilà, donc un certain nombre de choses à discuter aujourd'hui. On va faire dans l'ordre. On terminera par ce que je voulais dire sur DC. Alors, on va commencer par une sortie qui n'a l'air de rien comme ça. Qui effectivement n'a l'air de rien comme ça. Tac tac. On va prendre le reveal, la vidéo reveal de IGN. Vous savez que IGN, j'apprécie plutôt. Je sais pas si vous entendez la pub que j'ai. Hop. J'aime bien leur travail à IGN. Hein. Je le dis en toute honnêteté. Hop, internet. Non, gaming, tac. Paf. Hop. Voilà, alors j'ai eu de la chance pour avoir des nouvelles quand même du dernier Coffee Talk. Merci des retours. Ça a été assez énorme par rapport à d'habitude. C'est vraiment le plus gros succès de la chaîne devant les comme E pour émerveilleux. Donc les fois où je suis pas seul. Et je dois avouer que je m'y attendais pas. Donc merci. Donc merci. Voilà, alors attention s'il y en a qui aiment pas tout ce qui touche à l'horreur, je vous propose pendant une grosse minute, vous allez faire autre chose. But it was a trap. C'est un piège. Alors j'espère que c'est pas une musique copyright. J'espère que ce n'est pas une musique copyright. De toute façon, j'aurai rapidement les infos. Exit through the liminal exit. Alors, donc attendez, je remets un petit truc, je revérifie. Voilà. Alors, vous avez... Salut Jamie. Salut Jamie. It's a trap. Bah, attends. Je suis littéralement en mode It's a trap. Hey. Oui, bah en fait... Ah, donc Jamie, tu n'es pas tant au fait des jeux liminaux. Parce que les jeux liminaux avec l'idée de report des choses bizarres, ça existe déjà. Je sais que Squeezie en a fait un certain nombre de vidéos. Voilà, ça existe déjà. C'est souvent le principe. Vous montez les étages, etc. Et à chaque fois, il faut dire est-ce que c'est un étage normal ou pas normal. Et vous montez au fur et à mesure que vous trouvez. Si vous vous trompez, vous recommencez au zéro.
Et en fait, c'est pour parler d'un aspect psychologique très particulier. Euh, Simon Observation Duty, celui dans le métro, très célèbre, c'est peut-être pas le premier, mais c'est un des premiers. Il y a aussi les backrooms, tout ce qui est autour des backrooms, etc. Il faut savoir que c'est un style d'horreur qui ne marcherait pas il y a 30 ans de ça. Et je trouve, alors l'horreur, je pense que Jamie, on en a déjà discuté. Toi, ça te terrifie, c'est fou. Moi, pas du tout. Mais je pense que Jamie, on en a déjà discuté et tu sais que, et les autres, du coup, je vais vous l'apprendre, j'aime beaucoup l'horreur. J'aime beaucoup pas tant, notamment c'est grâce à un film d'horreur, L'Exorciste, que j'ai commencé à travailler. Pardon. Alors sur le jeu vidéo, mais globalement à travailler sur les représentations dans la pop culture, etc. Notamment sur la question de la guérison à l'époque. C'était un colloque sur la question de la guérison dans Exorciste et je trouve ça. En fait, l'horreur, on dit souvent que c'est un truc débile, on dit souvent, mais en fait non, c'est d'une technicité. Moi perso, j'ai toutes les peurs et phobies basées uniquement sur l'imagination et l'overthinking. Voilà. Mais ça, justement, je vais en venir à ça. Mais je trouve que l'horreur a quelque chose d'assez fascinant à observer, d'assez intéressant et c'est un sujet extrêmement social. Vous ne pouvez pas séparer les peurs de la culture. Mettez un clown au milieu de l'Afrique, personne n'aura peur. Vraiment, personne n'aura peur. Hein. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement social, l'horreur. Et là, la peur basée sur le manque de stimulation. Parce que tout ce qui est liminal, comme ça, tout ce que vous voyez avec ces espaces liminaux, qui sont ces espaces, là, à la limite, ça va. Mais il y a le jeu sur la piscine qui est extrêmement célèbre. Mais sur, en fait, des espaces vides. Sans stimuli, c'est exactement fait pour vous faire surpenser, overthink, pour vous faire imaginer, attention, il peut y avoir un danger. Il n'y a pas de stimulation sonore, vous entendez seulement vos pas, donc s'il y a la moindre chose qui se passe, vous l'entendrez, ça vous laisse le temps d'overthink. C'est répétitif, donc, enfin, c'est vraiment l'absence d'explication, etc. Vous voyez, ça marche extrêmement bien avec ce style de carreau, avec les piscines, etc. Ce style-là, ça marche extrêmement bien. Mais il y a toute une génération qui est effrayée par ça. C'est la génération, et pourtant on pourrait penser que j'y suis, hein, je subis trop de stimuli, etc. Mais en fait, moi, j'ai appris à être bien quand il n'y a pas de stimuli. Je fais de la méditation quand je peux, etc. J'en fais sans doute pas assez. Et donc, repasser par le vide, ça me fait du bien. Et pendant longtemps, on apprenait à s'ennuyer. Puis ton cerveau est tout le temps en alerte, ça joue sur toutes les illusions d'optique potentielle et tout. Oui, mais ton cerveau est tout le temps en alerte, c'est culturel. Avec ça, quelqu'un né dans les années 1970 a de grandes chances de ne pas avoir son cerveau tout le temps en alerte. Alors là, c'est un peu différent parce que Liminal Exit, quand même, te cherche à faire en sorte que tu trouves les anomalies. Mais malgré tout, quelqu'un né dans les années 70 n'aura pas peur. Il y a des grandes chances qu'il n'ait pas peur, qu'il ne sera pas surstimulé, etc. Parce qu'on apprend à s'ennuyer. C'est vraiment intrinsèquement lié. C'est quelque chose qui a été étudié. Et je vous invite à aller vous renseigner dessus. Hein. Je ne suis pas une sommité. Mais tout ça pour expliquer que ce style d'horreur, c'est complètement lié, c'est complètement de notre époque. C'est lié à la surstimulation
qu'on connaît aujourd'hui. Le manque d'habitude d'avoir juste rien. Parce que là, ouais, il y a l'horloge, il y a l'armoire, il y a les bancs, etc. Mais finalement, sinon, c'est extrêmement répétitif. C'est basé que sur ça. Et la génération, alors ma génération un petit peu, mais surtout les générations à partir de 2005, enfin un peu avant, ceux nés dans les années 2000 et puis 2010, sont complètement terrorisés par ça. Alors, ils font en sorte, bien sûr, quand ils font des jeux, l'idée c'est que ça fonctionne. Mais là, il y a des grandes choses que là, ce soit une anomalie à repérer, mais qu'en fait ça ne fasse rien. Il y a des grandes choses que ça ne fasse rien. Parce que beaucoup de ces jeux vous montrent des choses qui bougent comme ça, mais ça ne terrifie pas. Vous voyez tout, mais il n'y a même pas forcément de danger caché, tous les dangers seront montrés. C'est même pas comme Shining. Vous voyez, c'est différent. Là, c'est une horreur, enfin une épouvante plutôt, qui est basée sur aucun élément rationnel. Alors qu'un film d'horreur ou qu'un jeu d'horreur, c'est basé sur des éléments rationnels. Vous savez qu'il y a un danger. Là, vous ne savez pas s'il y a un danger. Et il n'y en a probablement pas. Ah, tu m'avais déjà expliqué ce que c'était l'Uncanny Valley. Uncanny Valley, Valley les trains. Ah oui. Bien sûr que l'Unreal Engine 5 joue encore plus dessus. Oh là, on va éviter de... Parce que Disney, ils sont chauds sur... Ils sont chauds un peu Disney sur... Mais oui, l'Uncanny Valley, ça peut. Ça peut, après l'Unreal Engine 5, on commence à passer après l'Uncanny Valley. Donc vous voyez, vous aurez ça. Ça n'est même pas sûr. Ça n'est même pas sûr que ce soit dangereux. Encore une fois, ça ne bouge pas, hein, c'est une statue qui ne bouge pas. Bon, après, il y a l'effet Doctor Who, que je veux bien entendre. Mais c'est très probable que ce soit un jeu où il n'y a pas de danger. Après, à vérifier. Mais beaucoup de ces jeux liminaux n'ont pas réellement de danger. Ou alors, ils en ont un ou deux qui sont faciles. Hein. Mais quand vous jouiez à l'époque à comment ça s'appelle, Slenderman, la peur était basée que vous savez qu'il était là. Vous ne savez pas où, mais vous savez qu'il est là. C'est à toute la différence. C'était basé sur un instinct de survie, lui-même basé sur un danger immédiat. Voilà, il n'y a pas de danger immédiat. Et c'est ce qui est intéressant, c'est cette évolution qu'on connaît, l'évolution actuellement, les screamers marchent beaucoup moins. Un screamer, c'est un surstimuli. C'est un surstimuli et aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est presque à beaucoup de gens, c'est plus le moment avant le screamer. Le moment de calme, le moment de retour au calme. Un screamer, pour faire un bon screamer, c'est je vous mets la pression, vous vous attendez à un screamer, je fais dégonfler la pression jusqu'au moment où vous... Parce que quand je fais dégonfler la pression, vous allez vous dire oula, ok, ça va, mais bon, attention, il y a quand même peut-être un truc. À ce moment-là, il ne faut toujours pas le faire, le screamer. Au moment où vous dites non, là, il n'y a vraiment rien, c'est là qu'il faut le balancer. C'est un timing extrêmement difficile. Ceux qui le maîtrisent sont vraiment ceux qui disent ouais, c'est un truc à screamer, c'est nul. Maîtriser le screamer, c'est un élément artistique complètement fou. C'est d'une difficulté, c'est plus dur que l'humour. Le screamer, c'est pour ça. Il y a beaucoup de mauvais screamers, je le reconnais. Mais un film à bon screamer, ceux qui font une différence entre les films à screamer et les films à ambiance, je suis en mode non, vous n'avez pas compris parce que pour faire un bon screamer, il faut une bonne ambiance.
Pourquoi le screamer dans Shining, il n'y a pas beaucoup de screamers dans Shining, mais pourquoi le screamer que j'ai en tête dans Shining marche? C'est parce que l'ambiance est installée. Et vous pouvez pas, et on peut pas venir dire non, Kubrick a mal installé l'ambiance. Oh, doucement, doucement. Il y a peut-être on peut dire des conneries avant ça. Il y a des conneries moins grosses à dire. Mais vous voyez, on passe donc. Mais aujourd'hui, le screamer qui est un surstimuli, et effectivement, marche beaucoup moins. Ce qui marche, notamment dans les jeux. Dans les jeux, vous voyez de plus en plus des ambiances extrêmement lentes, extrêmement longues être installées. C'est pas pour rien que Silent Hill remarche aujourd'hui. Pendant 20 ans, il a un peu, enfin 15 ans, il a un peu disparu, mais aujourd'hui, ça revient fort, cette licence, mais parce que elle est, aujourd'hui, c'est évident que Silent Hill va avoir du succès. Les Resident Evil ont été obligés de se modifier. Il y a un peu de screamer, mais finalement, l'intérêt des Resident Evil est beaucoup moins dans l'horreur qu'à une époque. Beaucoup moins. Et ce qu'ils ont fait pour renouveler la licence, ils ont eu une idée qui était absolument géniale avec Resident Evil 7, c'est faire un jeu parfaitement jouable en VR. Et ça, je dois reconnaître que c'était une idée, mais une excellente idée. C'était vraiment une super idée et ouais, Resident Evil 7 VR, alors, finissons Resident Evil 7 VR, c'était une idée merveilleuse. Voilà. Finalement, Mass Effect 3 hier, je me suis rendu compte qu'effectivement, le côté vraiment horrifique des monstres qu'on affronte est plus du tout efficace, trop direct. Oui, maintenant, les monstres, les gros monstres, etc., font plus forcément peur. Ça met une pression, ça oppresse, mais c'est beaucoup moins effrayant qu'à une époque. Pas que ça a vieilli, juste l'horreur est intrinsèquement liée à la culture et à l'époque. À une époque, vous auriez mis du démoniaque, mais enfin, ça n'est pas pour rien que L'Exorciste a eu autant de succès. Vous parlez de possession démoniaque dans l'Amérique puritaine, dans l'Amérique des années 70. Mais alors là, ça a effrayé, mais aujourd'hui, les gens ont du mal à se rendre compte à quel point c'était effrayant dans les années 70, L'Exorciste. C'était vraiment... Les retours qui en sont, c'était des gens qui s'évanouissaient. Quand j'ai vu L'Exorciste, c'était pas la première fois que je le voyais, mais quand je l'ai revu à ce moment-là, j'ai discuté avec des personnes plus âgées, il y avait pas mal de personnes plus âgées, et on discutait, et ils disaient, mais nous à l'époque, et pour certains même sur le coup, ils disaient, mais pour nous c'est terrifiant, c'est le comble de l'horreur. Alors que si vous voyez ça, même moi maintenant, je trouve ça génial, les techniques utilisées, la réalisation, etc. Je trouve ça exceptionnel. Je ne peux pas dire que ça m'est terrifié au plus haut point. Je trouve ça génial. Mais j'ai plus peur dans Shining, par exemple. Mais bon, mais je le trouve absolument merveilleux. Le côté monstre, c'est moins efficace. Là, par exemple, je crois qu'il va y avoir une série Ça qui est extrêmement modifiée. C'est plus centré que sur le clown. Il faut que je la voie. Je dis peut-être une connerie, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Donc oui, le côté trop direct est beaucoup moins efficace. Beaucoup, beaucoup moins efficace. Les Conjuring, par exemple, pendant tout un temps, étaient des films d'horreur parfaits pour leur temps. Conjuring 1 et 2, pour leur époque, sont parfaits. Il y a eu le 3, il va y avoir le 4. Je suis pas sûr que ça marchera autant. J'adore pourtant les Conjuring, c'est une licence d'horreur que je trouve vraiment très sous-cotée. Mais je suis pas sûr que ça marche autant. Bon, Annabelle, j'en parle pas. Annabelle, je trouve ça nul. Et arrêtez de croire aux légendes de oui, il y a des gens il y a des gens qui s'évanouissent à chaque séance de film d'horreur. C'est normal, il y en a qui vont en pensant le supporter et qui en fait se rendent compte qu'ils ne le supportent pas. C'est normal. Donc les trucs de ouais, les gens se sont évanouis dans la salle. Alors les gens sont devenus fous dans la salle? Non, arrêtez, oubliez. C'est de la promotion, c'est du marketing. Arrêtez d'y croire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous valez mieux que ça.
Mais bon, alors, on va passer à mon prochain sujet. Euh, on va parler un peu de Nintendo. Qui a fait une annonce. Une annonce intéressante. Si je mets... Tac, tac, tac. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Vous l'avez possiblement vu passer. Ouais, bah oui, mais du coup... Ah, voilà. Là, c'est un article. Hop. Bon, je vous mets tout le titre et puis ensuite on va zoomer. Nintendo confirme qui incarnera Link et Zelda dans le film live action The Legend of Zelda. Ouais, le seul cas où les gens sont devenus fous dans la salle, c'est Minecraft, et encore, je pense qu'ils étaient cons avant. Hein. Je fais mon vieux con, mais non, la salle de cinéma, ça n'est pas un cirque, on respecte les gens. Alors, Nintendo a confirmé les acteurs qui tiendront les rôles principaux du prochain live-action The Legend of Zelda. Fin du suspense, la princesse du royaume d'Hyrule sera incarnée par Bo Bragason et non pas Hunter Schafer comme beaucoup le pressentaient. Moi, je le pressentais pas. Je pensais pas que ce serait Hunter Schafer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était même sûr que ça ne serait pas Hunter Schafer. Mais j'aurais bien aimé. J'aurais beaucoup aimé que ce soit Hunter Schafer qui, je pense, alors au niveau physique, est une Zelda évidente. Il n'y a pas plus Zelda. Et en plus, c'est une excellente actrice. C'est vraiment une excellente actrice. Tandis que Link, le héros de la légende, sera joué par Benjamin Evan Ainsworth. On ira regarder qui ils sont après. Le casting a été confirmé aujourd'hui par Shigeru Miyamoto en personne sur les réseaux sociaux. La légende de Nintendo a même déclaré être très pressé de les retrouver dans les rôles principaux emblématiques de la série. Là vous les voyez. Personnellement, je trouve que si on prend juste le physique, alors prendre des acteurs juste sur la ressemblance physique, c'est pas forcément parfait. Hein. Faut arrêter de penser qu'il faut absolument que ce soit ça. Il y a des limites parfois à respecter, mais enfin, c'est pas le seul critère. Hein. Il y a un moment, sinon on prend des cosplayers, et ceux qui disent oui, il faut des cosplayers, notamment pour The Last of Us. En fait, les cosplayers, il y a une différence avec Bella Ramsey. Alors, je vais t'expliquer aussi pourquoi c'était sûr que ça serait pas Timothée Chalamet, pas Tom Holland, pas Pedro Pascal. C'est un peu la même... Non, c'est pas la même raison, mais pour moi, c'était sûr. Tom Holland, ça aurait été le seul où ça aurait pu, mais je pense qu'il voulait quelqu'un de plus jeune. Vraiment, il voulait un ado ou un enfant. Et Tom Holland fait malgré tout un peu vieux. Mais je vais expliquer. Mais pourquoi Bella Ramsey et pas une cosplayeuse, comme beaucoup le voudraient? Les cosplayeuses, la plupart, ne savent pas jouer. C'est pas leur métier. Elles savent créer des costumes et faire des shootings photos. C'est pas pareil que faire de l'acting. Désolé d'avoir à le préciser, mais Bella Ramsey, elle a tout à fait sa place. Voilà. C'est Miyamoto, écrit le papa de la franchise. Je suis heureux d'annoncer que pour le film live action, j'ai hâte de les retrouver tous les deux au cinéma. La sortie du film est prévue pour le 7 mai 2027. Alors on a une date. Très bien. Pour la resituer, Bragason, 21 ans, a déjà joué dans la série d'aventures fantastiques Netflix Renegade Nell, ainsi que dans la série policière de la BBC The Jetty, que je n'ai vu aucun des deux. Ainsworth n'a que quelques rôles à son actif, mais il a notamment joué dans la série horrifique de Netflix The Haunting of Bly Manor. On ira voir qui il a joué parce que j'avoue, je ne m'en souviens pas. J'ai des très bons souvenirs de The Haunting of Bly Manor. Donc, c'est plutôt positif. L'image du duo présentée aujourd'hui semble montrer en tenue de tournage la robe bleue de Bragason rappelant la couleur de celle que Zelda
Link vert foncé. Donc effectivement, il semble avoir une inspiration très Breath of the Wild, ce qui est, je pense, une bonne chose, une bonne DA à suivre, et c'est cohérent. Là, beaucoup de gens ont rejoint le bateau Zelda par Breath of the Wild, donc c'est cohérent. Et voilà, physiquement, je pense ils tiennent très bien le rôle. Maintenant, on va commencer par pourquoi ça ne pouvait pas être Timothée Chalamet, ça ne pouvait pas être Tom Holland, ça ne pouvait pas être Pedro Pascal. Comprenez bien que Nintendo cherche à faire un peu comme Disney. C'est-à-dire que Nintendo cherche à créer son image de marque. À être vraiment... Disney aujourd'hui, vous parlez Disney, tout le monde voit le logo, etc. C'est présent partout, c'est un monopole. Nintendo cherche à faire pareil. Pour ça, tu ne peux pas prendre que des acteurs qui ont déjà une carrière. D'ailleurs, si vous regardez le Marvel Cinematic Universe, combien d'acteurs ont ou déjà existé via le Marvel Cinematic Universe, ou alors en fait n'ont pas eu de gros rôles avant, ou alors n'ont eu que des rôles où ils étaient connus, mais secondaires malgré tout. Combien sont des redites d'anciens films du Cinematic Universe. Enfin, par exemple, Captain America, ce qu'il avait joué avant, c'était la torche humaine. Hein. C'est d'ailleurs la blague dans Deadpool vs Wolverine. Donc voilà. Il leur fallait déjà... Il y a clairement un choix qui a été fait, et un choix en fait qui est évident. Zelda et Link ont quasiment toujours été présentés comme des adolescents au maximum, mais voire bien des adolescents. Ils ont, quand Link est tout petit, oui, il a, je suis même pas sûr qu'il ait 10 ans, et après il a plus 16, 17 ans, on ne sait pas exactement son âge, c'est un univers fictif, c'est la technique Nintendo d'avoir aucune cohérence sur la chronologie et de ne pas chercher à en avoir. Mais voilà, il a plus 16, allez, on va dire maximum 18, 19 ans, notamment dans Twilight Princess. Mais vraiment, c'est des adolescents. Donc, Timothée Chalamet, ça marchait pas tant que ça. Et Timothée Chalamet est beaucoup trop identifié aujourd'hui en termes de visage. Ça n'aurait pas été Link. Il voulait que ce soit vraiment Lynx. Il voulait que ce soit Zelda et Lynx. Il ne voulait pas que ce soit... Enfin, Zelda et Link. Et pas Timothée Chalamet et, je sais pas, Sydney Sweeney. Il voulait pas ça. Il leur fallait plutôt des personnes, en plus c'est intéressant parce que c'est des personnes qui du coup vont chercher à se faire une carrière. Si ça marche, ils ont tout gagné eux. Si ça marche, leur carrière est lancée. Donc voilà. Et Tom Holland, qui était peut-être le seul où ça aurait pu, était malgré tout trop identifié à Spider-Man. Ensuite, Hunter Schafer. Hunter Schafer, pourquoi ça aurait un peu plus pu? Hunter Schafer, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, elle a joué dans Euphoria. C'est cette personne. Vous la voyez pas là? C'est cette personne. Elle a vraiment les oreilles d'un style extrêmement pointu. Vraiment, on pourrait se dire, mais en fait, en Zelda, elle est absolument parfaite. Selon moi, genre, si Zelda existait... Ouais, voilà, quand on la voit, on se dit, bonjour, c'est Zelda. Allez, au revoir. C'est vraiment exceptionnel. Sur ce point-là, on est tous d'accord. Malgré tout, elle reste un peu reconnaissable. Elle a pris du galon avec Euphoria. Et je vais dire un truc extrêmement triste. Genre vraiment, moi j'ai un regret que ce soit pas elle. J'aurais tellement adoré que ce soit elle. C'est Zelda. Qui est plus Zelda que elle? Beau Bragason est très bien. Attention, pas de critique. Beau Bragason, elle est très bien aussi. Elle a vraiment un style Zelda, on peut pas lui retirer. Genre, ne me dites pas qu'il n'y a pas un côté Zelda avec Beau Bragason. Mais Hunter Schafer, non. Voilà, c'est Zelda. C'est vraiment Zelda. Problème, pour ceux qui ne le savent pas, elle est trans. Alors, ça n'est pas un problème pour moi.
attention, quand je dis c'est un problème, Nintendo est l'entreprise qui veut le moins de shitstorm au monde. Et le problème, c'est qu'il y en aurait eu. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est évident qu'il y en aurait eu. Et Nintendo ne prend pas de risques. Ou que très peu. Les risques, on va évoquer la question des risques chez Nintendo. Ils en prennent, mais en fait, ils en prennent sur des questions de gameplay, sur des questions où ils ont des techniciens de fou. Oui, voilà, exactement, Jamie. Donc, j'aurais adoré que ce soit Hunter Schafer. J'aurais adoré, mais à aucun moment j'y croyais. À cause de ça. Alors que, oui, c'est... Sur une échelle de 1 à Zelda, à combien est Hunter Schafer? Elle est à 14. Je veux dire, Zelda, pour jouer Hunter Schafer, c'est Zelda qui serait choisi. C'est un peu ça. C'est pas Hunter Schafer qui serait choisi pour jouer Zelda. C'est fou. Moi, je trouve ça complètement fou. Mais quand il y avait quand il y a eu le film Zelda annoncé, il y a eu des gens qui ont dit ah ça serait cool, et déjà des gens le chiaient dessus en mode non ça peut pas être elle machin, alors que en fait c'est évident que ça aurait été évident. Après bon voilà, c'est comme ça, mais c'est ce qui explique que c'était sûr que ça ne serait pas Hunter Schafer, et c'est triste, j'en suis complètement d'accord. Maintenant on est chez Nintendo, c'est pas de shitstorm. C'est aussi, on fait en sorte que les enfants puissent s'identifier. Hunter Schafer est malgré tout plus adulte et c'est peut-être plus compliqué. C'était peut-être plus compliqué pour des enfants de s'identifier. Il y a aussi ce point-là. Mais pour moi, il n'y avait aucun monde où ça pouvait être elle. C'est dommage. C'est dommage parce qu'elle est parfaite pour le rôle. Et vous allez me dire, oui, mais Nintendo, ils ont engagé des grosses voix. Oui, mais c'est du doublage. Ils ont engagé des stars. Alors, des stars en plus de l'acting. Et ils prenaient aucun risque. Ils ont pris aucun risque. Prendre des stars dans le doublage, c'est pas prendre des risques. Et d'ailleurs, Nintendo a accepté qu'en France, ce soit que des... accepter qu'en France, ce ne soit que des spécialistes du doublage, parce qu'ils savent on les a prévenus sans doute qu'en France, il valait mieux mettre des spécialistes du doublage que des grosses stars, parce qu'il y a une fierté autour de notre VF, même s'il y a aussi des détracteurs, il y a une fierté autour de notre VF, et le travail que ça a rendu. Enfin, Nintendo, ils veulent un travail de qualité. J'aime bien dire Nintendo no Desensu, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je ne sais toujours pas. En japonais. Non, pas en javanais. No Densetsu. Ok. Et si je mets ça, ça, le Nintendo no Desensu, moi c'est ma grosse blague. C'est ma grosse blague. C'est ma grosse blague pour dire Nintendo, ça se passe comme ça, quoi. Voilà. Sinon, qui sont ces acteurs? Beau Bragason. On va voir un petit peu leur filmographie, elle va aller assez vite. Hein. C'est une actrice anglaise. Là, on la voit quand elle était très jeune. Elle ressemblera plus à ça. Elle a joué dans quoi? The Jetty. The Jetty, c'est... Ok, Jenna Coleman, King and Conqueror, Sansa, Nell Rebel, Les Radley. Bon. Eh ben, je vous avoue, je ne la connais absolument pas. Je ne peux rien vous en dire, je peux juste vous dire qu'elle a 21 ans, elle est née en 2004. Et pour Benjamin Evan Ainsworth, j'en sais déjà un peu plus.
J'en sais un peu plus parce qu'il a joué dans... Alors, il a joué dans Pinocchio. Qui joue-t-il dans Pinocchio? Il joue tout simplement Pinocchio. Euh, Il a joué aussi dans The Haunting of Hill House. Non. Bon, il a joué dans The Haunting of Bly Manor. Et si, et si je reviens en arrière et que je mets Haunting of Hill House. Non, pas of Hill House, of Bly Manor. Je vais peut-être voir. Eh ben j'arrive, je ne me souviens absolument plus qui c'est. J'arrive pas à voir qui c'est. Bon, très bien. Je n'ai rien à dire sur ces deux-là. Je pense que malgré tout, je fais confiance à Nintendo pour avoir su choisir des gens compétents pour leur laisser leur chance. Je pense que c'est une bonne chose de ne pas prendre des visages trop connus et de prendre des gens qui vont pouvoir s'identifier en tant que Link et Zelda dans un premier temps, en espérant que si c'est une trop grosse réussite, ça va leur coller à la peau. Mais déjà, si c'est une réussite, ça va aussi lancer de manière beaucoup plus étendue leur carrière. Ils semblent déjà en avoir une, notamment dans des programmes de la BBC pour Bob Ragason et pour un programme de qualité pour Benjamin Evan Ainsworth. Donc ils ont déjà été repérés par des gens très compétents. Je pense donc, je fais confiance à Nintendo et je pense que ça sera... Moi j'ai des bonnes intuitions entre guillemets sur ce travail. J'ai des bonnes ondes, donc je sais pas comment dire. Je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'ils prennent des bons chemins. Et voilà, j'ai hâte. J'ai hâte, tout simplement. J'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Et on va parler de quelque chose que je ne vais pas critiquer directement, parce que je ne vois pas pourquoi je les critiquerai, mais que des gens vont critiquer directement. Il y en a qui vont le critiquer directement. Est-ce que IGN en a... Il me semble que IGN... Ok. On va essayer de prendre quelqu'un qui connaît un peu. Gamecult. Est-ce que Gamecult c'est... Allez, on va prendre Gamecult. On va prendre Gamecult. Je sais pas si c'est parfait, mais... Alors... Assassin's Creed, la série live-action enfin validée par Netflix. Tout simplement. Malgré des retours optimistes, on n'y croyait plus vraiment, il faut l'avouer. Pourtant, la série live-action Assassin's Creed en collaboration avec Netflix annoncée il y a 5 ans est bel et bien toujours d'actualité. Mieux encore, on a même eu le droit à de nouvelles infos officielles, mais quelles sont-elles? Netflix vient officiellement de donner son feu vert pour la production de la série live-action Assassin's Creed, celle-là même qui avait été annoncée il y a 5 ans et qui a connu quelques déboires depuis, on va voir quoi. Oui, il y avait eu un problème de scénariste. Et vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Ubisoft nous a même délivré quelques informations. Ce sont Roberto Patino, quelqu'un qui a quand même travaillé sur Westworld, sur Sons of Anarchy, David Winer qui a travaillé sur la série Halo qui, il paraît, notamment au début, était pas si mal, Homecoming, enfin voilà, on ira voir un peu ce sur quoi ils ont travaillé, qui vont tenir la barre de ce nouveau projet en tant que créateur, showrunner et producteur exécutif. Mais en tout cas, David Winer, quelqu'un qui donc connaît les adaptations de jeux vidéo, c'est pas toujours bien les gens qui se spécialisent dans les adaptations de jeux vidéo, on connaît UV Ball. En tant que créateur, showrunner et producteur exécutif. Les deux bonhommes se disent bien sûr ravis d'avoir été choisis pour ce projet. Nous sommes fans d'Assassin's Creed depuis sa sortie en 2007. Bon, au niveau corporate, ils sont bons, ils sortent la bonne date. Chaque jour que nous travaillons sur cette série, nous en ressortions enthousiasmés et touchés par les possibilités qu'elle nous offre. C'est une participation qui a déjà fuité. Pour continuer sur les noms, côté production, on retrouvera Gérard Guillemot, oui, de la famille Guillemot qui détient en fait Ubisoft, Margaret Boykin et Austin Deal du côté de Ubisoft Film et Télévision, ainsi que Mac O'Toole. La liste avec des acteurs n'est pas encore établie, c'est normal. Le pitch a été validé.
S'il faudra attendre plus de précision pour vraiment se projeter, on peut déjà s'en faire une vague idée. Alors, derrière l'ampleur, le spectacle, le parcours, normal, les sensations fortes se cachent une trame d'histoire humaine des plus essentielles, celle de personnes en quête de sens, aux prises avec des questions d'identité, de destin et de foi. C'est juste, alors la question de l'identité, bon, on sent venir le Netflix très classique qui va poser un peu problème. C'est là où Netflix, il faut qu'il comprenne un peu des choses, je pense. Il est question de pouvoir, de violence, de sexe, de cupidité et de vengeance. En fait, moi, c'est cette partie-là où je suis en mode, ok, mais pourquoi vraiment l'inclure comme un élément important de la narration? On est chez Assassin's Creed. Oui, Ezio, ok, c'est un joyeux luron, mais c'est pas particulièrement important en fait. Question de pouvoir, de violence, de cruauté, de vengeance, bien sûr, mais pourquoi vous mettez déjà des bâtons dans les roues, quoi? Je vais m'expliquer. Et plus que tout, cette série passe de la valeur des liens humains entre les cultures et à travers le temps bien plus juste, bien plus sur ce que Assassin's Creed est et de ce que nous risquons de perdre en tant qu'experts lorsque ces liens se brisent. Sur le papier, la série semble donc chercher à se construire sur un récit fort, mais mêlant différentes intrigues aux thématiques fortes plutôt que sur un simple spectacle visuel, de quoi proposer une extension intéressante de l'univers Assassin's Creed, mais entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde, etc. Alors, pourquoi moi je suis dubitatif sur la réception qu'il va y avoir. La qualité, je peux rien en dire. On va évoquer après, mais c'est malgré tout des gens qui ont fait leurs preuves, qui sont dessus. Je peux rien en dire. Netflix et Ubisoft sont considérés comme les deux pendants principaux de la sphère, entre guillemets, woke. On est d'accord, il y a un problème avec ces termes, il y a pas... Voilà. C'est les conseils comme ça, c'est dégueulasse, c'est injuste, machin. Maintenant, comment dire, leur réunion va immédiatement, des gens vont faire le lien. Des liens vont être faits et va immédiatement déjà amener des critiques en mode oui, ça va être un spectacle gauchiste ou aucun, le discours d'extrême droite classique, voilà, on va l'avoir, c'est sûr. Donc, en plus, élément intéressant pour moi, c'est quand même ce sur quoi je travaille, donc pas de problème pour moi. Mais bon, quand il nous parle de cette histoire, il nous parle de pouvoir, de violence, de sexe, de cruauté, de vengeance. Ok. À aucun moment, alors il nous parle de la valeur des liens humains. Alors moi, le côté lien humain, la question des cultures, je l'ai. À travers le temps, ok. Il y a un élément essentiel, la base du conflit entre assassins et templiers qui n'est pas cité. La liberté. Je rappelle, quelle est l'histoire d'Assassin's Creed? C'est un combat entre d'un côté le clan des assassins qui œuvre dans l'ombre pour réduire l'influence des Templiers à néant et les Templiers qui œuvrent dans l'ombre et les deux pensent détenir la vérité et veulent amener l'humanité vers un état plus grand et vers en fait son apocalypse afin de rejoindre le paradis. L'idée des Templiers, c'est de dire, nous pensons que les gens en bas, il faut les contrôler, il faut les diriger dans l'ombre, parce que si on les laisse libres, ils vont faire n'importe quoi, ça va déclencher des violences, etc. Et que parfois, déclencher des violences maîtrisées, des guerres maîtrisées, et même asservir des gens, si c'est pour arriver à nos fins et arriver à amener l'humanité vers quelque chose de plus grand, c'est une bonne chose.
C'est ça la théorie des assassins, des Templiers. C'est de dire, il faut contrôler les gens. La liberté, c'est leur donner l'opportunité du chaos, donner l'opportunité de tous les déboires, donner l'opportunité de tout ça. Et il faut donc contrôler afin d'arriver à créer un monde meilleur. Nous savons mieux ce qu'est un monde meilleur. C'est un peu ça l'idée. Ça n'est pas tout blanc ou tout noir. Et l'idée, c'est que les assassins, eux, se posent disent non, il faut laisser libre les gens et librement et cette liberté amènera les gens à faire leur choix, etc. et à diriger leur destin. Et il faut croire dans le peuple et agir dans l'ombre contre les mauvaises personnes, entre guillemets. Et cette question essentielle de la liberté, essentielle, tu ne peux pas évoquer Assassin's Creed sans ça. Même le dernier Assassin's Creed l'évoque un peu. Malheureusement, d'ailleurs, c'est une des erreurs du dernier Assassin's Creed, c'est qu'il l'évoque trop peu. Ce combat entre Templiers et Assassins disparaît alors qu'il faisait l'essence même. Et on a un renversement d'ailleurs dans un épisode avec Rogue qui nous permet de comprendre la complexité de cette dualité. Et malgré ça, en fait, il ne l'évoque pas. Donc, je ne vais pas critiquer. Sans doute que c'est très bien. Moi, c'est juste que on voit déjà un petit peu qu'ils vont faire des choix. Enfin, la manière le wording qu'ils utilisent, ça veut dire qu'ils vont faire des choix à la Netflix, assez classique. Mais attention, faire des choix pour faire des choix, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que ça serve la narration, etc. Ça peut être placé justement dans ce sens libertaire, dans ce sens de la liberté. Si c'est ça, si c'est placé dans ce sens-là, ça sera une bonne chose, ça servira le propos et il n'y aura aucun problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont ni évoqué la question des valeurs, ils ont parlé de la valeur des liens humains. Je rappelle qu'on est sur des groupuscules secrets. Donc les liens humains, ce n'est pas la spécialité. Et ils n'ont pas parlé de la liberté. Je suis très embêté de ça. À voir maintenant comment ça se passe. Il faut laisser sa chance. Simplement, encore une fois, la communication, elle reste... En fait, il ne faut pas... En réalité, je suranalyse. Je suranalyse exprès. Je suranalyse pour parler de comment elle va être reçue. Elle va être reçue comme ah, c'est sûr, ça va être le Wokistan, les trucs classiques. C'est parce que juste le fait d'avoir évoqué de sexe, il y en a qui, ça va, notamment aux États-Unis, ça va faire les poils qui se hérissent en mode ah, l'horreur, machin, il va y avoir des homosexuels, machin, il va y avoir une peur immédiate qui va se lancer comme ça. Maintenant, si on avait comparé tout le monde a peur du retour au film. Non, clairement, ça ne sera pas un retour au film. Ce ne sera pas un retour au film. Mais si on devait comparer la com Nintendo contre la com Ubisoft Netflix, c'est pas que Ubisoft. Alors en fait, d'un côté, ils prennent pas de risques, ils parlent de leurs acteurs en les valorisant, ils donnent aucune information sur l'histoire, ils disent pas de quoi ça va parler, ils prennent aucun risque. Aucun risque. Vous verrez le produit que vous aurez. Point. Ce qui est une très bonne chose. Vous verrez le produit que vous aurez. Tu crées la hype, les gens vont attendre de voir, ils ne vont s'attendre à rien. Là, c'est pas ça. Là, ils ont déjà donné des orientations. Mais des orientations tellement floues, où tu donnes des vraies orientations. Et là, c'est des orientations tellement floues, les gens vont se créer tout leur truc. Et il va y avoir une narration qui va se créer autour. Alors que, déjà, de base, les gens se seraient créés des histoires avec un Netflix / Assassin's Creed. Tout le monde. Alors, et si tu dis juste, on a hâte de vous le donner, on travaille bien ensemble,
On est fan d'Assassin's Creed et on est heureux de travailler sur ça et sur ce que pour nous cette série porte. Point. Tu n'as pas besoin de t'étendre plus. Parce que derrière l'ampleur, le spectacle, le parcours, se cache la trame d'une histoire humaine des plus essentielles, celle de personnes en quête de sens, machin. Enfin, il y a déjà... Pendant ce temps, chez BioWare, on va refaire le 1. Henri Cavill veut jouer dedans. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai raté une info ou c'est une blague? J'ai raté une info. J'ai raté une info ou c'est une blague? Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ah ouais, bah ok. On regarde ça juste après. Bah très bien, en vrai parfait. Une série Mass Effect, pour moi c'est très cohérent, ça peut. Des nouvelles très rassurantes de la série Prime Video. Ah, un peu d'espoir. Doug Jung qui a fait Star Trek Beyond. Bah très bien. De quoi Nope? Pourquoi Nope? Non, mais on verra, on verra. C'est. Sauf que la plupart des gens, ils seront contents. Oui, mais déjà, ça se trouve, ils vont pas faire cette. Tu sais, ils vont pas juste faire un let's play. Alors, un film, ça n'est pas un let's play. Ils vont pas juste faire un let's play. On va voir, on va voir. Mais en tout cas, attends, c'est quelqu'un, Doug Young, si je me trompe pas de Mass Effect, de Star Trek sur lequel il a travaillé. Euh, Ouais, c'est quelqu'un qui a travaillé sur un Star Trek, donc il sait faire. Sur le Paradox Cloverfield, ouais, non, c'est bon. Je dis pas que c'est merveilleux, mais non, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut continuer afin de justement de faire connaître ça à des gens qui vont pas jouer afin de faire connaître ces univers à des gens qui vont pas jouer. Euh, Ça peut les amener vers les jeux. Après, après, il y a un défaut. C'est surtout, il faudrait commencer à adapter des jeux qui ne ressemblent pas à des films. Et donc à, et donc à créer vraiment un univers autour. Ça serait la bonne chose. Pas tant arrêter d'adapter des jeux qui ressemblent déjà à des films, mais commencer à adapter des jeux qui ressemblent à des films. Qui ressemblent pas à des films. Bon, le jour où ils me font une adaptation Rocket League, ça va me saouler. Mais quelle est la meilleure adaptation entre The Last of Us et Minecraft? Alors, bon, non mais oui, bah, dans ce cas-là, je te dis Tomb Raider, ça ressemble à un film, mais c'est encore mieux. Bon, voilà, tout ça pour dire que là, la communication en dit pas assez et en dit trop. J'aurais, je pense que ça aurait été bien qu'ils fassent juste l'annonce de Roberto Patino, David Winner et des autres noms et qu'ils disent on a hâte de vous le présenter, on est tous des fans d'Assassin's Creed et on est heureux de travailler dessus. Parce que là, ils viennent dire un ensemble de valeurs et de choses qu'ils mettent derrière Assassin's Creed, sauf que tout le monde ne va pas être d'accord. Tout le monde ne va pas être d'accord. Les personnes en quête de sens, ouais, je
pas sûr que ce soit le cas pour... C'est un peu le cas derrière tous les personnages, ça va. Les questions d'identité... Oui, identité, ah tiens, ils commencent à découvrir d'où ils viennent par rapport aux assassins, donc il y a un peu ça, mais Edward Kenway, il sait qu'il veut être un pirate, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question d'identité. Il y en a un autre, celui qui le précède, Connor, il sait qu'il est indien et il veut juste de la vengeance. Altaïr, il sait parfaitement d'où il vient, c'est juste qu'il y a un doute par rapport à son maître. Ezio, il y a peut-être un petit doute, il cherche à reconstruire un peu l'histoire de sa famille, mais surtout il cherche à la venger. Enfin, l'identité, c'est pas tant ça. Hein. C'est pas tant ça l'identité. Le destin, la foi. Oui, très bien, merci, merci Jamie. Heureusement que tu es là. Mais la valeur des liens humains, les cultures qui traversent le temps, oui, c'est une bonne chose. Et je dis pas que les valeurs qui sont mauvaises, celles qui sont transmises, mais est-ce que c'est essentiel quand on parle d'Assassin's Creed, encore une fois? Enfin bref, ça fait déjà 1 heure qu'on est là et on va passer à la suite. Alors, je vais juste aller voir ce que tu me disais par rapport au film, à la série Mass Effect. Série Mass Effect Cavill. Oula, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a cette rumeur, il n'y a rien de sûr. Question de l'identité, c'est plus pour Desmond. Voilà, mais c'est à voir en fait ce qu'ils en font. Là, c'est tellement vague que tout le monde va se créer des illusions. Et en plus, il faut voir. Ouais, pas qu'il va, oui, qu'il veut, mais c'est ça. Et puis c'était en 2021. À cette époque, il jouait encore dans The Witcher. Hein. Maintenant, la question qui va se poser, c'est surtout à quelle époque il place ça. Parce que ça peut être intéressant. Je vais dire un truc, ça peut être intéressant que le film se place essentiellement à notre ère. Tout le monde peut s'en battre les couilles en même temps que ce soit intéressant aussi. Hein. Ça peut être aussi intéressant pour les fans et les cinéastes que ça peut être inintéressant pour tout le reste. En mode, oh, très bien. Mais bon, laissons sa chance à Assassin's Creed, au Assassin's Creed de Netflix. Mais s'il vous plaît, Netflix, Assassin's et Ubisoft, travaillez dessus et fermez-la. C'est tout ce qu'on vous demande. Travaillez dessus, mettez-vous corps et âme dessus, mais arrêtez de communiquer, vous n'êtes pas bon dans ça. Parce qu'il s'attire déjà, en fait, les foudres d'une partie du public. Maintenant, on va passer un petit peu à notre gros sujet. Je n'ai pas vu le film Superman. Je vais le voir demain, je crois, ou après-demain. J'en parlerai, je donnerai mon avis la semaine prochaine, pas de problème. Mais je ne l'ai pas vu. Bien sûr, j'entends parler de comment ça se développe. Je trouve que Millie Alcock en Supergirl, c'est une très bonne idée. Une Supergirl qui serait bien différente d'habitude, en mode beaucoup plus alors il y a eu une première affiche, une Supergirl qui serait un peu moins la fille dont l'héroïne super qui a pu être Mélissa Benoît, l'héroïne parfaite, etc. Il y a des chances que ce ne soit pas ça et je pense que c'est une bonne chose. Le fait que Jason Momoa revienne en Lobo, pourquoi pas, j'ai pas trop de problème avec ça. Voilà, Millie Alcock c'est très bien. Je pense que de faire une refonte comme ça, de choisir des acteurs qui doivent prouver, le fait que ce soit Nicolas Hoult en Lex Luthor, j'ai hâte d'aller voir le film. Il paraît, au niveau du box-office, on peut dire ce qu'on veut, c'est une réussite. Hein. 406 millions de dollars dans le monde, c'est exceptionnel, c'est vraiment une réussite. Oui, alors attention. C'est plus complexe que ça, je vais l'évoquer.
ils n'ont pas dit que ce serait que DC serait tout dans ce style-là. Ça va un peu, sans doute un peu alterner, ça va être plus complexe que ça, c'est une bonne chose. Ils vont faire des films un peu variés, etc., etc. Pour ceux qui s'inquiétaient pour Henry Cavill, ils s'entendent très bien. Je voudrais voir un peu. Marvel. Hop. Si on prend les meilleurs films au box-office, tac, on voit alors qu'il est sorti il y a très peu de temps, il reste bien placé. Il n'atteint pas encore Logan, etc. Ça laisse plus de place à l'introduction de la Justice League Dark dans quelques temps. Pourquoi la Justice League? Ah oui. Mais... Ah non, attends. De quoi tu me parles? Pour l'instant, il n'y a rien de réellement à annoncer sur un film Justice League. Ouais, il n'y a rien de réellement... Enfin, ça a été évoqué. Il devrait y avoir un film Justice League. Mais il n'y a pas beaucoup de choses annoncées. Bon, tout ça pour dire que en fait, ce que tu dis, ce que tu appelles des comics plus aléatoires, c'est pas tant des comics plus aléatoires. Je m'explique. Donc le sujet, c'est est-ce que DC est obligatoirement sombre? Je vais partir d'une prémisse. Personnellement, j'adore le côté dark de DC. Je suis très fan du côté dark de DC. Arrow, j'ai trouvé la saison 1 de Arrow et je la trouve exceptionnelle justement sur ça, le côté torturé, etc. J'aime beaucoup Batman quand il est sombre. The Batman, j'ai adoré, pas de problème. J'aime beaucoup le côté dark de DC. Je rappelle que les critiques qui étaient émises pendant le DCEU et autour de Matt Reeves et de son Batman, c'était notamment que oui, c'est trop dark, nanana, oui, ils sont chiants, on s'emmerde, etc. Donc déjà, première chose, il va falloir gagner une cohérence. Messieurs les fans de Marvel, j'aime beaucoup ce que peut faire Marvel régulièrement, mais là quand même, il va falloir gagner une cohérence et accepter juste que les films soient différents. Superman, maintenant, est-ce que DC est dark? Parce que beaucoup de personnes ont reproché à Superman de ne pas être dark, de ne pas être sombre. Oui, c'est pas le DC qu'on connaît, nanana. Ok, très bien. Alors, je fais juste ça. C'est pas le DC qu'on connaît. Je fais exprès de ne pas mettre le trailer de Superman, mais si vous voulez voir, si vous voulez voir un peu des images, oui, c'est sûr, les couleurs sont plus flashy, on voit déjà que c'est pas le même style. Superman a toujours été un peu flashy. Puis il vit à Megalopolis. À Metropolis, pardon. Il vit à Metropolis, qui n'est pas la ville la plus complexe de l'histoire. Hein. Ça n'est pas Gotham City, ça n'est pas Starling City. C'est dit dans les comics d'ailleurs. Et non, DC n'est pas intrinsèquement sombre. DC peut fonctionner, peut ne pas être sombre. Et régulièrement, même historiquement, le départ de DC, ça n'est pas un univers sombre. Il faut bien faire une différence entre sombre et qui parle de sujets de société. Parce que ce qui a été aussi reproché à Superman, c'est les mêmes qui ont dit, les mêmes qui ont dit c'est pas assez sombre, ont dit ouais, ça parle trop de politique.
bizarrement. Comprenez bien que, enfin, si on prend The Dark Knight, c'est pas aussi sombre que ce qu'on voudrait le faire croire. Oui, on a de la violence, etc. Mais c'est pas aussi sombre que ce qu'on voudrait le faire croire. Batman n'est pas le plus torturé. Il est beaucoup plus torturé dans The Dark Knight Rises, mais dans The Dark Knight, c'est plus complexe que ça. Il faut bien faire une différence. Superman, historiquement, donc comment dire, je vais essayer de faire très clair. Superman, si on prend juste son cas, il y en a qui ont dit ouais là c'est un raté Clark Kent. Oui, Clark Kent, normalement son déguisement c'est pas juste je suis Superman, je suis Clark Kent. Beaucoup en ont fait la blague, mais c'est pas que ça. Comment faire penser qu'il ne peut surtout pas être Superman? Clark Kent est un nulos. La journaliste compétente, c'est Lois Lane. Clark Kent est un nulos, c'est un faux nulos. Il se fait passer un peu, pendant longtemps dans les comics, vous voyez Clark Kent, il se fait passer un petit peu pour un nulos. Ça permet de faire penser, et notre ami à tous, Jimmy Olsen, oui voilà, et ça permet à tous de faire penser qu'il ne peut pas être Superman. Donc en fait, cet aspect-là dont j'ai entendu parler, oui, ça ne peut pas, c'est logique dans un film Superman. En tout cas, ça ne pose pas problème. Toutes les adaptations ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans un comics. Les comics ont des arcs et il n'y a pas la technique, Marvel qui vise à dire il y a le monde 101, le monde 66, le monde machin. Non, là, il y a des arcs et il y a genre des Batman qui vont pas se rencontrer. Il y a plein de Batman, plein d'histoires, plein de Superman. Et oui, le Superman du DCEU était Henry Cavill, un être à peu près parfait, etc. Mais il devait représenter autre chose. Il devait représenter un espoir, machin. Là, oui, il a ce côté un peu plus à l'ancienne, un peu ridicule. Un peu ridicule quand on regarde comme ça. Même bien ridicule. Mais la question n'est pas forcément là. La question n'est pas forcément là. Alors, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais reprocher le côté un peu funky de Superman, Superman a toujours été le héros funky. Ça a toujours été, non pas toujours, mais je veux dire, à la base, c'est le héros funky de DC. Et même, si vous prenez Batman, qui est devenu l'emblème du DC sombre, je rappelle que pendant longtemps, il y avait beaucoup d'humour dans Batman. Il y avait beaucoup d'humour dans Batman. Batman, il affrontait des trucs, il affrontait le Joker un peu ridicule. Si on regarde album Batman, années 40. Les dessins, ils étaient un peu comme ça. Ils n'étaient pas... Alors là, vous les voyez pas. Là, vous les voyez pas. Là, vous voyez pas ce que je veux montrer. Mais... Ah, mince. Mais voilà, les albums que vous aviez, là, Batman, il est souriant avec Robin. C'était pas forcément un truc que sombre. Alors, il y en avait, vous aviez aussi. Là, on est déjà en 1800. Alors, celui-là, on est déjà en 1979. Donc, il faut bien faire la différence avec les années 40. Là, on est en 1976. Mais vous voyez que déjà dans les années 70, Batman, il a un côté un peu ridicule. Bon, là, c'est autre chose. Là, si on prend Batman au cinéma, ce Batman-là n'était pas un Batman extrêmement dark. On pense à Flash dans ce rôle parfois jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il a vu le monde mourir plusieurs fois.
Oui, en fait, il faut bien faire la différence. L'essence de DC. Je veux dire, DC, ça n'est pas que V pour Vendetta, par exemple. On oublie souvent que V pour Vendetta est DC. Et faire un V pour Vendetta à la sauce du Superman qui vient de sortir, oui, là, on pourrait gueuler. Là, on pourrait dire, non, vous abusez. Mais ce film-là, Superman, ou cette série, hein, c'est aussi une série, bon, c'est pas les plus dark. C'est pas les plus dark. En fait, on est sur des personnages. Il faut faire une différence entre les personnages et plus. En plus, V pour Vendetta, c'est la collection Vertigo, c'est la collection spécialisée d'art, exactement. Il faut faire une différence entre les collections, il faut faire une différence entre les personnages. Et là, j'ai Batman 1939. Ça, c'est pas mal. Voilà, premier design de Batman, vous voyez, on n'était pas non plus sur des trucs extrêmement dark. Voilà, s'il y a une collection spécialisée dark, tout n'est pas dark. On est d'accord. Et comment dire? Malgré tout, Batman gardera toujours ce passé. Batman a un passé sombre. Batman est torturé. Malgré tout, il a des valeurs. Ne pas tuer. Hein, c'est pas la spécialité. C'est pas la spécialité des héros dark d'avoir un truc où je ne tuerai point. Hein. Pendant longtemps, Arrow est plus violent que Batman. Parce que lui, il tue. Il se met à arrêter de tuer, mais Arrow, il y a plein de moments où il tue. On s'est mis en tête que Batman était dark, mais il ne l'est pas forcément. Enfin, il faut faire une différence. Voilà, je vais essayer d'être plus clair. Les personnages d'ici sont des personnages qui ont une histoire compliquée. Mais en même temps, tous les super-héros ont une histoire un peu compliquée, normalement. Les personnages ont une histoire compliquée, ont des questionnements personnels. Ça, c'est ce qui permet d'en faire des personnages intéressants. Maintenant, une esthétique, les valeurs transmises, etc., tout ça, c'est autre chose. Vous pouvez totalement parler de la situation en Palestine sans être dark et en étant extrêmement subversif, en étant très critique. L'essence de DC, DC n'a pas directement été extrêmement critique. Hein, pendant longtemps, DC, c'est peu ou prou comme Marvel. Alors, Marvel est encore plus une entreprise de propagande américaine. Vraiment, il y a eu Captain America quand même. C'était vraiment l'objectif de dire que c'était à bas le communisme, etc. Et c'était un peu plus compliqué chez DC qui a plus rapidement été critique. Et c'est pour ça, c'est parce que DC, pendant longtemps, a été ceux qui ont été critiques face à Marvel qui était moins critique. Maintenant, il faut bien entendre que c'est Marvel qui a designé les X-Men qui sont basés sur parler du racisme, etc. C'est pas DC qui a fait ça. Marvel, c'est les Defenders. Marvel, c'est Daredevil. Marvel, c'est le Punisher. C'est des héros qui, pour certains, sont intrinsèquement sombres. Donc Marvel est aussi capable de ça. Moi, je reproche plus à Marvel de toujours faire du tout lisse. Et c'est un peu la différence. C'est que DC a imposé depuis les années 80 essentiellement, mais ça a commencé dans les années 70, pas forcément d'être dark. Ils ont imposé de ne pas être parfaitement lisse. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le DCU, ils ne sont pas parfaitement lisses. Ils évoquent des questions de société, etc. Ça veut pas dire, c'est pas parce que vous évoquez une question de société, par contre, que vous n'êtes pas un minimum corporate. Ils prennent pas non plus des risques fous. Et d'ici, leur spécificité, c'est ça, c'est de parler du monde, parler de sujets de société, de faire des personnages qui se posent des questions, et notamment, par exemple, avec Batman, un personnage extrêmement riche, qui se rend compte de son positionnement. C'est pour ça qu'il maintient toujours que Batman, ça serait un démocrate, mais un démocrate libertarien. Ça serait un démocrate, mais
Il voterait pas républicain, mais ça serait un des démocrates les plus entendables par les républicains, Bruce Wayne. Vous voyez. Euh, et c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est donc cette critique autour d'un DC, autour de James Gunn, d'un DC qui serait forcément date, bah non, ça n'est pas obligatoire. Bien sûr, moi j'aime bien quand DC, voilà, il y a ce côté grunge, quand DC il y a ce côté, vraiment sombre. Comme j'évoque, j'adore The Batman, j'adore Arrow. Bien sûr, on aime tous, enfin on aime tous, non, les fans de Marvel l'ont critiqué. Quand ils faisaient ça, les fans de Marvel l'ont critiqué, mais en fait, il n'y a pas il n'y a pas il a pas de problème à ce qu'il ne soit pas dark. Il n'y a pas de problème à ce que Clark Kent soit un nulos. Bon, là, on voit qu'il s'est pris des boîtes. Allociné, c'est qui a mis cette note? La presse a mis 3,2, spectateurs 3,3, Rotten Tomato met 83% et 92%. Voilà, il y a un tel écart. Il y a un tel écart dans la notation. En plus, il y a un tel écart dans la notation que, en fait, faites-vous votre idée. Il y a un tel écart dans la notation qu'on peut se baser sur rien, faites-vous votre idée. Mais donc voilà, sortez-vous de la tête. Et ça va être important parce que James Gunn, évidemment, voilà, toi tu lui mets un bon 8,5 sur 10, voilà, c'est un peu dans la veine de ce que met Rotten Tomato. C'est un 8,5, pensez bien, c'est un très bon film. 8,5, c'est vraiment un film qui a 4 étoiles, ou plus. Qui a un peu plus de 4 étoiles. Vu que la notation, c'est souvent sur 5. Donc voilà. Et pensez bien que James Gunn, oui, il arrive avec son style. Ne demandez pas à Tim Burton de se ramener et de vous faire un film Teletubbies dans le style des Teletubbies. Si vous prenez Tim Burton pour faire les Teletubbies, il va rajouter des trucs. C'est normal, James Gunn a été pris parce qu'ils ont estimé aussi que son style convenait. Et il faut l'accepter. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être critique, qu'il ne faut pas dire que c'est forcé, que le réalisateur a forcément tout juste, etc. Maintenant, critiquer juste sur... Là, on voit en plus, ça a été... on voit en plus... Alors, il y en a qui disent que c'est le meilleur film de l'année. J'aimerais bien voir quelqu'un. J'ai lu nombre d'avis, j'ai préféré faire mes... Autant le Superman de Cavill était sombre et rugueux, mais c'était cool perso, j'adorais. Alors, on va essayer de cacher un petit peu les noms. C'était cool perso, j'adorais. Autant là, c'est la fête foraine, c'est très lumineux, tout va vite, trop vite. On sent la volonté d'aller dans le vif du sujet à toute vitesse. On a comme l'impression d'être au restaurant un samedi soir, vous savez, quand vous aimeriez prendre votre temps pour manger, mais qu'on vous bazarde pour enchaîner sur le prochain service. C'est tout pareil. C'est une critique qui est un peu différente. Les méchants sont plus détestables que méchants. Ouais. Ils ne sont pas effrayants, ne serait-ce qu'une seconde. Il n'y a aucune émotion, rien de dramatique, rien de stressant. Les scènes de combat sont pourtant nombreuses, n'ont pas une fois été, ne serait-ce qu'un instant épique. Faute à une trame narrative pauvre et une bande sonore pas dingue, j'y accorde grande importance car c'est le cœur même de la transmission d'émotions. Et les personnes sont peu engagées, je trouve. D'ailleurs, le film n'est même pas drôle outre mesure. Alors, les méchants n'ont pas forcément à être effrayants. Mais enfin, la perte de la cause a beaucoup de dope fumante post-endgame. La porte est grande ouverte pour Gunn et son DCU, mais ils ont raté l'occasion pour moi. Ça ressemble à tous les films qui ont fait perdre de la vitesse au MCU post-endgame. C'est gnangnan, c'est cucu, rien d'équipe. Assez étonnant quand on connaît Gunn qui a tac tac tac. En gros, alors, pour lui, il vaut mieux voir Jurassic World. Je n'ai même pas vu les retours sur genre méchant, pas terrifiant, mais dangereux et professionnel. Oui, c'est le pingouin, il n'est pas terrifiant, hein. Mais qu'est-ce qu'il est dangereux. Et lui, il dit qu'il vaut mieux aller voir Jurassic World. Je ne sais pas ce que ça vaut. Après, il faut reconnaître qu'il y a une certaine argumentation. Bon, le côté ultra... Mais voilà, en gros, clairement, lui, il le dit. Autant le Superman était sombre et rugueux, mais c'était cool, perso, j'adorais. Il voulait voir un nouveau
d'ici un nouveau Superman à la sauce Henry Cavill. Oui, bon, bah dans ce cas-là, tu regardes celui d'Henry Cavill. Tu regardes celui d'Henry Cavill parce que bah c'est pas le même. C'est pas le même, mais un scénario plat, un chien à cap de la cuisine de Superman, des robots domestiques de Superman, un humour enfantin, un niveau de vocabulaire très bas, trois méta-humains, le tout d'une pure sauce wok. Bon, voilà. En fait, à partir du moment où vous voyez quelqu'un qui vous met agrémenté d'une pure sauce wok, vous voyez qu'il est sorti et que toute l'argumentation derrière. En fait, toute l'argumentation derrière quelqu'un qui vous parle de wokisme, pourquoi ça tombe à l'eau? Bah parce qu'en fait, il va être juste critique du côté woke et toute l'argumentation derrière, ça devient il met les arguments critiques classiques. Ça veut pas dire que c'est juste, ça veut juste dire qu'il a critiqué en mettant. Il a trouvé tous les moyens de critiquer. Il s'est juste focalisé sur je vais critiquer. Je sais pas comment le dire, mais en même temps, il faut que je le vois. Il faut que je le vois avant de dire si avec une telle. J'ai passé un bien. Qu'est-ce que ce film? Enfin, le lore de Superman a été terriblement atteint. Les parents aussi bien kryptoniens qu'éthériens d'incarnation sont essentiels. Mais encore une fois, ceux qui vous parlent, par exemple, ceux qui vous parlent aussi de lore en vous disant le lore n'est pas respecté. Parfois, ça marche quand ça fait vraiment changer le personnage. Quand vous avez un personnage qui est comme ça. Et que ça vous. Pourquoi dans The Witcher on peut critiquer le lore et là dans Superman, non. Superman, non, il n'a pas qu'une seule origine. On pense tous qu'il a qu'une seule origine. Envoyé bébé sur la Terre et sur la Terre, Krypton, recueilli par les terriens, il apprend plus tard qu'en fait il est kryptonien et il se rend compte qu'il est plus complexe que ça. Envoyé sur la Terre, c'est pour ça qu'il a des pouvoirs. Vous voyez? On pense tous que c'est ça. Non, il a différentes origines. Il n'en a pas qu'une. Les choses sont plus complexes. Et pourquoi ça marche? Pourquoi par contre dans The Witcher, il y a des reproches qui peuvent être faits sur le lore? C'est parce que, comment dire? Là, on parle de personnages qui sont uniques. Geralt, il y a une filiation entre les jeux et les livres. Le Geralt des livres est à peu près comme celui des jeux. Oui, normalement, il a un bandeau, mais enfin, on peut argumenter que globalement, c'est le même en termes de schéma de valeur, etc. Bon, encore, Geralt, ça va. Mais si on prend Yennefer, c'est une personne qui recherche le pouvoir, etc. Il y a une légère question autour de la maternité, mais qui surtout recherche le pouvoir, qui accepte totalement son rôle de magicienne, et d'un coup ça devient un fardeau. Le fait d'être une magicienne, ça devient un fardeau dans la série. C'est ça qui marche pas, c'est que là vraiment le personnage est changé du tout au tout, alors que en fait vous pouvez créer un personnage et remplacer Yennefer. Vous faites votre adaptation, c'est dommage, il n'y a pas Yennefer, mais c'est presque moins choquant. Et encore, en fait, si c'est choquant. Si, c'est choquant. Plus j'y pense, plus si, c'est choquant. Mais adapter un personnage unique et adapter un personnage qui est déjà multiple, c'est différent. Faire une adaptation de The Witcher, c'est accepter qu'on adapte un personnage unique. On peut y mettre sa sauce, c'est acceptable d'y mettre sa sauce. Mais il faut respecter certains schémas de valeur. Ces personnages, ils ont malgré tout à la fin des fins un certain schéma de valeur, etc. Si on prend Superman, à la fin des fins, il a un certain schéma de valeur. Ce qui serait complètement... L'explication pour amener à ce schéma de valeur est beaucoup plus libre. Ce qui serait détestable, c'est que Superman devienne raciste. Alors que la base de Superman, c'est justement d'être antiraciste, etc.
S'il devenait raciste, là, ça poserait problème. Si la construction du personnage, varie pour amener malgré tout à un schéma de valeur et à un personnage qui est celui qu'il est, il n'y a pas de problème. Il peut avoir l'origine qu'il veut. C'est là où avec Yennefer ça ne marche pas, c'est qu'ils font quasi pas varier, mais ils font légèrement varier, mais quasi pas varier sa construction. Par contre, le personnage en lui-même change du tout au tout. Ça marche pas. C'est pas Yennefer. Est-ce que vous voyez la différence? Je pense que là, c'est un peu plus clair. Là, aujourd'hui, j'ai tendance à me perdre un peu. Donc voilà, je peux difficilement vous dire... je peux pas vous donner mon avis et je peux pas vous dire... est-ce qu'il y en a qui ont raison ou tort? Déjà, il n'y a pas de raison ou tort et je vous donnerai mon avis. Je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Vous voyez mais c'est un... Ce qui me vient direct à l'esprit, mais c'est un film fait pour les pré-ados, pour les 42 QI. Bon, tout est lisse, tout est gnangnan, il n'y a aucune aspérité dans le caractère des personnages, il n'y a rien de mémorable, de crédible dans les réactions. Le scénario, l'écriture, j'ai l'impression d'être pris pour un débile pendant 2 heures bien trop longues. Un singe bot débile n'était pas celui insultant. Oh, Superman sur l'exemple, mais moi et mes singes. Film niais pour débile. Ouais, bon, l'argumentation, c'est débile, c'est pour débile, c'est débile. Ça ne veut rien dire. C'est consternant d'idiocratie, ça dégoûte de bons sentiments. L'idiocratie et les bons sentiments. Je pense savoir qu'est-ce qu'il n'a pas aimé. Je vais rien dire, mais je pense savoir le côté niais. Ça, c'est... Alors, le reproche de quelque chose de niais, parfois, c'est quand il y a des valeurs qui cherchent à être transmises dans un film et on vous dit « Oh, c'est niais parce que c'est contre le racisme. » Ouais, moi j'ai du mal à dire c'est niais, il faut voir. Et encore une fois, à chaque fois, il compare à chaque fois avec les anciens films. Moi, tout ce que je vois, c'est ceux qui disent « Oh, c'est débile » et ceux qui comparent avec les anciens films. Et ce que j'ai envie de dire, c'est comparer une œuvre avec des anciens films, sachant que les films ne sont pas la base de Superman, et en disant c'est niais, c'est peu d'argumentation. Il y en a un qui a argumenté, ok, mais dire ou c'est niais ou le comparer aux anciens films, non, une œuvre ça évolue avec son temps. Ça se trouve, et si ça se trouve, je vais pas aimer. Moi, j'avoue, je m'attends à préférer le côté dark et le côté sombre de Man of Steel. J'aime bien ça, mais je reste ouvert. J'ai pas de, à part l'idée de ce que tes parents veulent pour toi ne te définit pas. Je vois pas quel autre que l'antiracisme. Mais sans doute que c'est l'antiracisme. Il faut voir vraiment comment ça a fait réagir le fait qu'il y ait une sorte de Palestine qui soit évoquée. Après, il y en a un qui a évoqué Jurassic World. J'avoue, je veux juste voir quels sont les retours, parce que je n'ai aucune idée. Je crois que les retours... Alors là, il y a 2,4. Je crois avoir vu que les retours sont un peu meilleurs que les 2 précédents Jurassic World. En mode, bon, au moins, il y a pire. Enfin voilà, je me suis un peu perdu, je suis désolé, ça devait être ça devait être, je voulais être plus clair, mais voilà, je veux qu'on se centre sur cet aspect. Comprenez bien que sombre et parler de sujets de société, c'est 2 choses différentes. La spécialité d'ici, ça se reconnaît par quoi? Ça se reconnaît malgré tout par des personnages complexes. Marvel aussi, mais les personnages sont plus régulièrement unidimensionnels, c'est moins dérangeant chez Marvel.
un personnage unidimensionnel, même si c'est un peu dérangeant, mais des personnages un peu complexes. Et toujours et les questionnements sociaux, les questionnements politiques qui sont là. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément sombre. Ça sera toujours là. Ah, quand même, si. Constantine, ça parle régulièrement de sujets de société, rien que sur la question de l'homosexualité, de la bisexualité. Si, ça parle de religion, ça parle de sujets de société. Ça parle de questions de pouvoir aussi, de quelqu'un qui est tout en bas, qui gagne du pouvoir. C'est un peu l'inverse de Sandman, Constantine. Sandman, c'est quelqu'un qui est tout en haut et qui regarde tout en bas, entre guillemets. Et qui, au fur et à mesure, regarde ce qu'il y a en bas. Constantine parle de sujets de société. Mais c'est juste que ça ne parle pas forcément de politique. Sujet de société, ça peut être des questions, ça peut être l'homosexualité, ça peut être la question religieuse, c'est un sujet de société. Et Constantine l'évoque quand même. Bon, Constantine, c'est sombre par contre. Mais Constantine, c'est DC et ça respecte cette patte. Moi, je serais déçu d'un DC qui vraiment à aucun moment en parle. Mais en plus, c'est un mec qui vient quand même des quartiers. Il y a un côté comme ça. DC l'évoquera toujours. Mais maintenant, les comics l'évoqueront toujours quasiment. Marvel, c'est un peu moins dérangeant quand ça l'évoque pas. Si je prends Shang-Chi, c'est un conflit familial et tout, ça parle beaucoup moins de sujets de société. Et c'est pas un drame. Chez DC, quand ça arrive que ça n'en parle pas, à chaque fois ça se fait bâcher. L'essence de DC, c'est plus... Il y a un côté un peu James Bond, c'est parler de la société, que ce soit en bien ou en mal, c'est en parler. Mais c'est pas forcément être sombre. Et c'est pas grave de pas être sombre. Voilà, après je vous donnerai mon avis sur le film la semaine prochaine, j'ai très hâte de le voir. Puis voilà, faites-vous votre propre avis, honnêtement. Et au moins, c'est un succès au box-office. Et ça permettra qu'il y ait une suite. Après, il faut se souvenir de Man of Steel et de Batman vs Superman. Ça avait été un peu la même chose. C'est-à-dire, il y avait des gens qui avaient dit c'est génial. Et il y avait des gens qui avaient... Et les fans du MCU avaient critiqué de base. Donc et du coup, il y avait des mauvaises notes mélangées avec des bonnes notes. Enfin, on ne pouvait pas s'y retrouver. Il fallait aller voir le film pour se faire sa propre idée. Il y avait si on se souvient d'ici, c'est le problème. C'est que les fans du MCU ne peuvent pas se voir d'ici. Ils vont de toute façon tomber dessus. Donc ça fait des notes ultra larges. Et ça se fait bâcher de toute façon. En fait, on ne peut pas... Il y a un succès, les gens vont quand même le voir. Mais le risque, c'est que ça fasse comme le DCEU qui n'avait pas arrêté de se faire bâcher, où personne ne voulait en voir... personne. Tous les fans du MCU ne voulaient pas en voir les aspects positifs. Et du coup, ça a fini par s'effriter, etc. Parce que malgré le succès, quand il y avait un succès au box-office, il y avait une critique qui était ultra variable. Et aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, c'était mieux à l'époque du DCEU. Sauf que c'est les gens qui ont tué le DCEU qui aujourd'hui disent ah ouais, maintenant vous faites comme le MCU, machin. Donc, il y a un cycle de la critique où tu fais, en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la mode, c'est de critiquer la nouveauté. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est la surabondance d'éléments. Aujourd'hui, la surabondance d'éléments donne l'impression aux gens qu'ils ont voix à la parole. En plus, Internet, les réseaux jouent beaucoup sur ça. Beaucoup pensent que parce qu'ils voient beaucoup de films, ils s'y connaissent. Non. Désolé, non. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Il faut
Et en plus, votre avis, je suis désolé de vous le dire, vous pouvez vous le mettre où je pense. Laissez les gens se faire leur avis. Mettre trop de notes, alors je suis le premier à aimer me faire mes notes, mais je les partage assez peu. Sur les jeux vidéo, on fait nos notes, mais je ne fais pas forcément des notes par rapport à des jeux que je n'ai pas fait en live. L'idée, c'est de construire quelque chose de collectif. De faire un truc qui n'appartient qu'à ici. Je me fais moi mes notes, mais c'est mes notes. Ça n'appartient qu'à moi, c'est mon avis. Il faut accepter. Moi, ça me rend fou à quel point les gens disent pas j'ai pas aimé, mais disent c'est nul. Ou j'ai aimé à la place de c'est bien. Enfin, ils disent c'est bien à la place de j'ai aimé. Et le fait de donner son avis tout de suite, direct, comme ça, obligatoirement, mais c'est une... Alors que je vais le faire. Mais si vous remarquez, je ne donne pas tant mon avis. J'essaye de me protéger. Personnellement, je ne donne pas tant mon avis. La majorité du temps, ce que je fais, c'est essayer de parler de sujets autour de l'élément, de la réception, etc., de la discuter. Je donne un peu mon avis, je vous dis à chaque fois quel est mon avis, mais mon avis c'est une prémisse pour que vous ayez un peu le biais que j'ai. Mais là par exemple, je n'ai pas vu le film, donc tout ce que je vois, c'est que je ne peux... Ah là ça va être beaucoup plus clair. Moi qui n'ai pas vu le film, en regardant les avis, qu'est-ce que je peux me dire? C'est que ça n'est pas un... Je peux penser que ça n'est pas un film moyen. Je peux avoir deux manières d'analyser les notes. Ou ça n'est pas un film moyen. C'est ou un film que je vais adorer ou un film que je vais détester. C'est donc un film clivant. Ou alors, et c'est peut-être plus comme ça que je l'ai, c'est un film qui a ses défenseurs et un film qui a ses détracteurs. Et qui dépend en fait de comment on va voir le film. Je ne peux absolument rien tirer des notations. Donc, c'est un peu ça, c'est ça que je veux dire. C'est les argumentations que je vois dans les avis, elle est nulle, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que même ceux qui disent que c'est bien, ils argumentent assez peu. Et ceux qui disent que c'est pas bien, ils argumentent assez peu aussi. Enfin, non, tous argumentent beaucoup. Mais c'est pas une argumentation que je peux prendre en compte en me disant ah ça va être un bon film ou un mauvais film. C'est quand on compare par rapport à avant, c'est moins sombre donc c'est nul. Bah non, c'est juste moins sombre. Je peux pas dire c'est moins sombre donc c'est nul, ça ne marche pas. C'est moins sombre. Tout ce que je peux en tirer c'est moins sombre. Voilà l'analyse. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. L'analyse qu'on peut en faire, c'est que là, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je sais, c'est que c'est moins sombre. C'est que ça, apparemment, ça transmet des valeurs qu'on identifierait plutôt à la gauche. Bon, j'attends de voir, ça reste un film blockbuster. C'est tout ce que je peux vous dire. Et après, avec les notes, à la limite, il y a Rotten Tomatoes qui semble mettre que c'est quand même un bon film. Et il y a IMDb qui semble mettre que c'est un bon film. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est que apparemment, on peut... apparemment, c'est quand même plutôt... vous voyez, on est plus... Alors, il y en a plein, il y en a un peu plus qui ont mis 1. C'est un film qui laisse rarement middle. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un bon film. Mais je ne peux pas vraiment vous le dire. On ne peut s'identifier à aucun avis en regardant les avis qui ont été transmis là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme le DCEU. C'est un peu comme le DCEU et c'est un film où il faut se forger son avis et... Alors effectivement, si je suis fan de Man of Steel, j'ai l'impression que je peux dire oh, je vais peut-être pas moins aimer, mais en même temps j'ai beaucoup aimé Gardiens de la Galaxie 3, donc... Mais on ne peut pas se forger d'avis. Et aujourd'hui, c'est le grand truc de DC et il va falloir faire très attention avec ça. Il va falloir qu'ils arrivent à en fait ne pas trop... Je pense qu'il va falloir qu'ils ne tiennent pas trop compte des réactions. Il va falloir qu'ils ne tiennent pas trop compte des réactions et juste qu'ils se lancent.
Juste qui se lance. Parce que les réactions, tu veux en tirer quoi? Là, tu peux en tirer plutôt du bien. Et dans 10 ans, si ça se trouve, le DCU sera terminé. Enfin, le DCU de James Gunn sera terminé. Et les gens diront « Oh, c'est dommage, ils ont foiré un truc qui était génial. Souvenez-vous de Superman. » On se souvient de ce qui a été dit sur la prélogie de Star Wars. On se souvient de ce qui a été dit sur le DCEU. On se souvient... Enfin, voilà, c'est toujours ça. Et un jour, vous allez voir que la post-logie de Star Wars sera réhabilitée. Bilbo le Hobbit sera réhabilité. Aujourd'hui, on est dans une époque de réaction à 2 temps. Sur le moment, c'est de la merde, et dans un deuxième temps, c'est génial. Enfin bref. Juste avant qu'on joue, je voudrais, parce qu'au final, on a fini la première partie de l'année, et je voudrais qu'on fasse une petite review des jeux. Alors, si vous voulez, on peut regarder rapidement les retours. Ah non. On va pas faire la review. On la fera peut-être la semaine prochaine. Je voudrais qu'on parle de Donkey Kong Bonanza, qui a eu des retours assez exceptionnels. Alors, on a eu la même semaine Donkey Kong Bonanza, enfin, à peu près dans le même temps, non pas la même semaine. On a eu dernièrement Donkey Kong Bonanza et Death Stranding 2. Death Stranding 2 qui a eu des bons retours. En disant c'est un peu plus dynamique que Death Stranding 1. Et Donkey Kong Bonanza, si vous voulez, on peut aller sur les avis. Nintendo ne sait plus faire des jeux Nintendo. Après des Zelda qui dansent sur la tombe de Ocarina of Time, ouais. Ouais, non, c'est malhonnête. C'est malhonnête, c'est juste malhonnête. Alors, ce que Donkey Kong Bonanza, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, je vais vous mettre... Est-ce qu'il y a un trailer? Je vais vous rappeler un peu à quoi ça ressemblait. Voilà, Donkey Kong Bonanza, ça ressemblait à ça. C'est un jeu en 3D. Oui, on est d'accord, mais c'est malhonnête, je ne vais même pas me baser sur ça. Alors, j'essaie de trouver un moment où on voit un peu mieux. Voilà, vous voyez, donc c'est fait en 3D, c'est fait par ceux qui ont fait Super Mario Odyssey. Donc des gens qui savent faire des jeux de plateforme en 3D. Là, on voit un truc très classique. Et on voit qu'il y a aussi de la terraformation. Et vous savez, dernièrement, j'ai beaucoup reproché à Nintendo, notamment autour de la sortie de la Switch 2, de peu varier, etc. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. On peut avoir là l'impression que Donkey Kong Bonanza, encore une fois, ne fait rien varier. On peut avoir cette impression que Donkey Kong Bonanza fait rien varier. Oh, c'est encore un Donkey Kong, c'est toujours la même licence, etc. Maintenant, un Donkey Kong 3D, déjà, c'est pas si souvent. On peut dire, ouais, mais Mario, il y a déjà eu de Mario 3D. Oui, mais Donkey Kong et Mario, c'est 2 gameplays différents. Donc déjà, c'est une adaptation. C'est une adaptation d'un gameplay 2D en gameplay 3D. Déjà, on peut pas dire qu'on ait déjà eu, on peut pas dire que ce soit pas nouveau. Ensuite, il y a une question de la terraformation. Normalement, quand vous avez les jeux Mario, vous avez le monde qui est comme ça, et vous devez vous adapter au level design. Là, Nintendo fait quelque chose d'assez rare et d'assez neuf. Vous devez vous adapter de la manière qui vous arrange
le world design, le level design, de manière à finir le niveau. Donc derrière, c'est là où j'évoque toujours ce papier cadeau. Ce papier cadeau, oui, le papier cadeau ressemble à des choses que vous avez déjà vues. Mais ne restez pas sur le papier cadeau. Cette chaîne, elle est faite pour apprendre à voir derrière le papier cadeau, pour voir qu'est-ce qui change, pour voir comment c'est fait. Et là, en fait, c'est une variation énorme, c'est un renouvellement énorme de la licence. Et je pense qu'il faut se satisfaire d'avoir ce jeu, qui a en plus d'excellents retours. Qui, franchement, on ne peut pas dire qu'il soit moche. C'est dynamique, etc. Je rappelle que les Mario 3D, c'est pas les jeux les plus dynamiques du monde. Donkey Kong est un jeu plus nerveux, et là, on a un jeu plus nerveux. C'est logique. On a donc, il y a une vraie adaptation. C'est pas, ils n'ont pas choisi Donkey Kong juste pour changer de Mario. Ils ont choisi Donkey Kong pour essayer de faire un jeu 3D, nerveux, où on modifie. Pensez bien que le jeu Nintendo qui ressemble le plus à ce type de gameplay, alors il y a un peu Super Mario Odyssey, mais il y a surtout Mario Maker et Donkey Kong Country, enfin tous les Donkey Kong bien sûr, tous les Donkey Kong sur l'aspect nerveux, sur l'aspect adapter le level design, c'est Mario Maker en fait. Même si Mario Maker, tu crées réellement ton niveau. Mais en fait, ça fait des décennies que Nintendo a pour essence même de faire un level design extrêmement précis, millimétré, et vous devez vous y adapter. Et c'est en maîtrisant ce level design, ce world design, que vous allez arriver au bout du bout. Super Mario Odyssey déjà laissait une plus grande liberté sur la manière d'arriver au bout. Beaucoup plus que Mario 64, beaucoup plus que Mario Sunshine, que les Mario 3D World, etc. Mario Odyssey, c'est vraiment le moment où Nintendo commence à avoir une équipe qui se dit est-ce qu'on ne fait pas en sorte de créer un jeu extrêmement libre? C'est intéressant. Et là, il pousse encore plus loin le sujet avec Donkey Kong Bonanza. Donc voilà, c'est pour revenir sur cette critique que j'ai fait plusieurs fois et qui parfois est méritée, de Nintendo qui se renouvelle peu, etc. Mais là, c'est une critique qui est interdite sur Donkey Kong Bonanza. Alors, forcément, parfois ils reviennent à leur source. Mais on est sur réellement une évolution chez Nintendo qui dit, cette fois, c'est à vous de voir comment vous arrivez au bout du niveau. Quel jeu du Marioverse fait ça? Donc voilà, c'est pour revenir sur cette critique. En plus, ça a été extrêmement bien reçu. Et certains le placent parmi les favoris. Alors, toujours pas le favori. Le favori au Game Awards, pour l'instant, c'est toujours clair-obscur. Mais Donkey Kong Bonanza et Death Stranding 2 se sont placés là, notamment Death Stranding 2 en prenant la formule du 1 et en la rendant beaucoup plus nerveuse, en augmentant l'aspect action. Après aussi avec beaucoup de cinématiques. Ce qui est, je pense, la bonne chose à faire, et ça me donne un peu plus envie de tester Death Stranding 2. Donc pourquoi pas. Et voilà. Je voulais revenir sur ça et évoquer pourquoi Donkey Kong Bonanza ça n'est pas simplement un jeu Mario classe 3D classique. Non, c'est vraiment une refonte, une nouvelle manière de penser le jeu de plateforme 3D, notamment chez Nintendo. Ça paraît rien, mais en fait, c'est énorme. Salut YouTube, merci de ton attention. Encore merci de ton suivi qui permet aujourd'hui que la chaîne donc devienne officielle dans mon travail.
Sans doute que toute une partie de ce que j'ai dit précédemment t'aura été coupée, mais c'est pas grave. On revient la semaine prochaine avec un programme qui est quasiment fait. On parlera Superman, on parlera aussi review de la première partie de l'année, de la grosse première partie de l'année. Et, et sinon, tu peux aussi venir sur le live Emiel Pankratz, Emiel Pankratz, pour nous suivre. Et bien sûr, tu peux venir en live. Et sinon, tu peux attendre ton replay de la semaine sur The Witcher 2. À la prochaine. Ciao.